Bonjour et bienvenue pour ce premier chapitre de physique-chimie niveau seconde. Nous allons faire aujourd'hui de la chimie. Vous avez le programme niveau seconde qui s'affiche ici et nous allons aujourd'hui travailler sur la première partie, description et caractérisation de la matière, et attaquer tout de suite avec le premier chapitre de cette partie sur les corps purs et les mélanges. Donc nous allons dans un premier temps rappeler quelques définitions essentielles vues en classe de collège et qui sont très importantes pour bien démarrer l'année en seconde. Ensuite, nous verrons comment quantifier un mélange en faisant des calculs de proportion et de pourcentage. Puis nous verrons comment identifier les espèces contenues dans un mélange, que ce soit avec des tests chimiques ou bien avec des mesures physiques. Et vous aurez au cours de ce chapitre deux formules à retenir, les deux formules qui s'affichent à l'écran. Et enfin, nous verrons comment séparer les différents constituants d'un mélange avec des techniques que vous avez pu voir au collège ou alors des nouvelles techniques. Commençons donc avec une première définition, les entités chimiques. Donc ce sont des très petites particules que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Vous avez par exemple les atomes, constitués d'un noyau et d'un nuage électronique. Vous pouvez également avoir des ions, donc ce sont tout simplement des atomes qui ont perdu ou gagné un électron sur leur nuage électronique. Et enfin les molécules qui sont un groupe de plusieurs atomes qui se sont mis ensemble. Maintenant, lorsqu'on va parler d'espèces chimiques, donc à ne pas confondre avec entités chimiques, les espèces chimiques c'est tout simplement un bloc de matière que l'on va être capable de voir à l'œil nu. Et il est généralement constitué d'un très grand nombre d'entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions ou des molécules. Donc, par exemple, l'eau, qu'on peut distinguer à l'œil nu, c'est une espèce chimique qui est constituée de plein de molécules d'eau. Donc les molécules d'eau, c'est un groupe de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On peut également penser au fer, qui est un bloc de matière qu'on peut distinguer et qui est constitué uniquement d'atomes de fer. Donc lorsqu'on observe un bloc de matière, qu'il soit solide ou liquide, on dit qu'il s'agit d'un corps pur lorsqu'il est constitué d'une seule espèce chimique. Le fer, qu'on vient de voir, c'est un corps pur parce qu'il est uniquement composé d'atomes de fer. On parle d'un corps pur simple. L'eau, en réalité, c'est également un corps pur parce qu'il est uniquement composé de molécules d'eau. Par contre, c'est un corps pur composé, vu qu'il est constitué d'atomes de deux types, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Nous parlerons en revanche de mélange, lorsque le solide ou le liquide qu'on observe, il est constitué de plusieurs espèces chimiques différentes. Concernant les liquides, on peut parler de boissons, donc qui sont constituées d'eau mélangée avec des sirops, des gaz ou d'autres espèces chimiques. Et pour les solides, on peut également avoir des mélanges de métaux. C'est très rare d'utiliser du fer pur dans l'industrie. Pour construire des voitures, par exemple, on ne va pas utiliser du fer parce que c'est trop lourd. On utilisera plutôt de l'acier. Et l'acier, c'est en réalité un mélange de fer avec du carbone. Donc nous allons voir deux types de mélanges différents. Le premier type, ce sera les mélanges homogènes. Donc si un mélange est homogène, cela veut dire que nous ne pouvons pas distinguer les différents constituants du mélange. Par exemple, le sirop de grenadine, on sait qu'il y a de l'eau et de la grenadine dedans, mais on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Les deux éléments sont parfaitement mélangés. Si on regarde une barre d'acier industriel, qui comme nous avons dit est un mélange de fer et de carbone, eh bien on va constater une pièce de métal uniforme. Il est impossible de distinguer le fer du carbone. Enfin, nous n'avons pas parlé de mélange gazeux, mais l'air que nous respirons, c'est un mélange de gaz. L'atmosphère terrestre, il est constitué de 21% de dioxygène et 78% de diazote environ, ainsi que plusieurs autres gaz dans des très petites proportions. Et ce mélange, l'air, il est également homogène. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas distinguer le dioxygène du diazote ou du dioxyde de carbone. On ne peut pas voir les différents éléments contenus dans l'air. Et alors le deuxième type de mélange à connaître, ce sont les mélanges hétérogènes. Donc cette fois-ci, on dit qu'un mélange il est hétérogène si on peut constater les différentes espèces chimiques qui le composent. Par exemple, si on observe un mélange liquide d'eau et d'huile, on arrivera bien à distinguer deux phases, une phase d'eau et une phase d'huile. Les deux éléments ne se mélangent jamais parfaitement, et on est donc en présence d'un mélange hétérogène. Concernant les mélanges solides, on peut penser par exemple à une salade de fruits, où on peut bien distinguer les fraises, des raisins ou d'autres fruits. On parle ici également donc d'un mélange hétérogène.
On peut sinon penser à un mélange de pâte à modeler de différentes couleurs qui, bien que mélangées, on va continuer de distinguer différentes phases. Une phase verte et une phase orange ici. Nous avons donc de nouveau un mélange hétérogène. Nous avons donc déjà quelques définitions à retenir. Nous avons les entités chimiques, invisibles à l'œil nu, les espèces chimiques qui sont des blocs de matière que l'on peut voir, les corps purs lorsque le bloc de matière ne contient qu'un seul type d'espèce chimique, et nous avons les deux types de mélanges possibles lorsqu'il y a plusieurs espèces chimiques contenues dans notre bloc de matière. Nous allons terminer avec un vocabulaire propre aux mélanges liquides que nous allons beaucoup utiliser au lycée en chimie. Donc lorsque nous sommes en présence d'un mélange liquide, déjà nous devons appeler ça une solution chimique. Et donc pour obtenir une solution chimique ou un mélange liquide, nous avons deux manières. Soit on va mélanger deux liquides entre eux, soit on va mélanger un solide avec un liquide. Dans le cas où on mélange deux liquides entre eux, s'ils se mélangent parfaitement et qu'on obtient un mélange homogène, comme c'était le cas avec le sirop de grenadine, alors on dit que les deux espèces chimiques, l'eau et le sirop en l'occurrence, sont des espèces miscibles. S'ils ne se mélangent pas, comme c'était le cas avec l'eau et l'huile, on va dire que les espèces chimiques eau et huile ne sont pas miscibles. Dans le cas où nous allons mélanger un liquide avec un solide, le solide sera appelé le soluté, tandis que le liquide, lui, sera appelé le solvant. Voici un petit tableau récapitulatif qui nous permet de revoir tous ces mots de vocabulaire, et un dernier important en rouge. Si on mélange un solide avec un liquide, et que les deux espèces se mélangent parfaitement, qu'on obtient un mélange homogène, c'est ce qui se produit par exemple lorsqu'on va mélanger du sucre et de l'eau, et bien dans ce cas, le soluté, on dit qu'il est soluble dans l'eau. Ainsi, le sucre, il est soluble dans l'eau. Si on refait l'expérience avec du sable, on constatera qu'il ne se mélangera pas avec l'eau. Et le sable, ainsi, n'est pas soluble dans l'eau. Donc voilà qui conclut cette première partie sur le vocabulaire à connaître pour bien démarrer l'année de seconde. Nous allons rentrer à présent un peu plus dans le détail des mélanges. Nous allons voir comment quantifier nos mélanges. Nous allons étudier la composition massique de nos mélanges, c'est-à-dire on va essayer de trouver quelle est la proportion de chacune des espèces chimiques contenues dans le mélange. Donc, prenons par exemple un mélange qui est constitué de deux éléments seulement, qu'on appellera l'élément A et l'élément B. Afin de connaître la proportion de A dans le mélange, il va suffire d'appliquer la formule suivante. La proportion de A, elle est égale à la masse de A divisée par la masse totale du mélange. Un petit exemple avec un mélange solide d'acier par exemple. Donc, dans 100 g d'acier, il y a 3 g de carbone mélangés avec 97 g de fer. Donc quelle serait la proportion de carbone dans l'acier? Eh bien, si on applique la formule, cela nous donne que la proportion de carbone est égale à la masse de carbone divisée par la masse de l'acier, car ici l'acier est le mélange. On effectue donc le calcul, 3 g divisé par 100 g, et on trouve 0,03. Donc la proportion de carbone dans l'acier, c'est 0,03. Nous avons calculé la proportion, et il est possible à présent d'en déduire le pourcentage. Grâce à cette valeur de la proportion, nous allons trouver le pourcentage. En effet, si on multiplie la proportion par 100, on va obtenir le pourcentage. Donc comme nous avons une proportion de 0,03, le pourcentage de carbone dans notre acier, c'est 3%. J'aurais également pu vous demander quelle est la proportion de fer dans notre morceau de 100 g d'acier. Nous aurions alors eu une proportion de 0,97 en appliquant la formule. Et si nous avions une proportion de 0,97, nous savons que cela correspond à un pourcentage de 97%. Donc sachez que lorsque la proportion vaut 1, le pourcentage c'est 100%. Nous allons maintenant nous intéresser aux proportions dans les mélanges liquides à travers un petit exercice d'application. Donc nous avons ici Mélanie qui a voulu faire un cocktail et elle a ainsi mélangé 33 g de cola avec 15 g de rhum et 2 g de grenadine. On veut savoir si elle a bien suivi la recette, sachant que la recette disait de faire un cocktail avec 70% de cola, 26% de rhum et 4% de grenadine. Pour résoudre cet exercice et trouver les pourcentages que Mélanie a obtenus, on va calculer dans quelle proportion elle a mis chacun des ingrédients en appliquant la formule.
Mais rappelez-vous que pour appliquer cette formule, il faut connaître la masse de l'ingrédient et la masse totale du mélange. Donc commençons par calculer la masse totale de ce mélange. Et s'il y a 33 g de cola plus 15 g de rhum et 2 g de grenadine, cela donne une masse totale pour notre mélange de 50 g. Calculons donc la proportion de cola qu'elle a mis en appliquant notre formule. Donc on sait qu'il y a 33 g de cola dans le mélange et que le mélange pèse 50 g. En divisant la première valeur par la seconde, on va obtenir une proportion de 0,66. Nous avions vu qu'une proportion de 0,66 correspond à un pourcentage de 66%. Donc dans son cocktail, elle a mis 66% de cola, alors que la recette indiquait 70%. Donc calculons tout de même nos deux autres proportions pour terminer l'exercice. Concernant le rhum, on divise la masse de rhum par la masse totale du mélange. On fait 15 divisé par 50 et on obtient 0,3. Si on a une proportion de 0,3, cela correspond à un pourcentage de 30%. Et enfin, la grenadine, 2 divisé par 50, nous obtenons une proportion de 0,04, soit un pourcentage de 4%. Donc si on compare avec les données de l'exercice, on constate qu'elle n'a pas totalement suivi la recette. Pour la grenadine, 4% c'est bon, mais il y a un petit peu trop de rhum, 30% au lieu de 26, et pas assez de cola, 66% au lieu de 70%. Nous avons donc terminé la première partie sur la quantification des mélanges, où il suffit finalement de calculer une proportion avec la formule et d'en déduire le pourcentage. Intéressons-nous à présent à la partie identification d'un mélange. Nous allons voir comment trouver quels sont les composants du mélange. Donc pour cela, il y a deux méthodes, les mesures physiques ou les tests chimiques. Nous allons commencer par voir les tests chimiques qui permettent d'identifier certains composants et que vous avez normalement vus en classe de collège. Le premier test de reconnaissance que vous avez normalement vu, c'est le test de reconnaissance de l'eau. Donc pour cela, on dépose une goutte de notre mélange sur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Et si la poudre devient bleue, cela signifie que notre mélange liquide contenait bien de l'eau. On a donc réussi à identifier une espèce chimique de notre mélange, l'eau. Un deuxième test de reconnaissance que vous avez pu voir au collège, c'est le test de reconnaissance du dioxygène. Donc pour cela, on va recueillir un gaz dans un flacon et on y place une petite bûchette incandescente, c'est-à-dire une bûchette, un petit bâton qu'on a fraîchement éteint, qui est encore rouge. Et si la combustion reprend vivement, que la bûchette se rallume, cela veut dire que notre gaz contient bien du dioxygène. Un autre test de reconnaissance à retenir, c'est le test de reconnaissance du dihydrogène. Donc on recueille le gaz dans un tube à essai et on approche une allumette enflammée de l'ouverture. Si à ce moment-là le tube contient du dihydrogène, on va entendre une petite détonation et il va se former des gouttelettes d'eau dans le tube à essai. Enfin, un dernier test de reconnaissance que vous avez pu voir, c'est le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Donc pour celui-ci, on utilise de l'eau de chaux. On peut basiquement verser de l'eau de chaux dans un flacon qui contient un gaz, et si l'eau de chaux devient trouble, qu'on a un précipité blanc de carbonate de calcium qui apparaît, cela voudra dire qu'il y avait bien du dioxyde de carbone dans notre flacon. Nous allons maintenant nous intéresser à l'identification des espèces chimiques via des mesures physiques. Et tout d'abord, on va s'intéresser à la mesure de la masse volumique, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Si on compare 1 kg de plume avec 1 kg de plomb, on va vite constater qu'ils n'occupent pas le même volume. 1 kg de plume, ça va prendre beaucoup plus de place qu'un kg de plomb. Maintenant, si on prend un volume fixe de 1 m3 par exemple, donc un carré d'1 mètre de côté sur 1 mètre de hauteur, et qu'on s'amuse à le remplir dans un premier cas avec des plumes et dans un second cas avec du plomb, à la fin on va constater que notre mètre cube de plume il est beaucoup plus léger que le mètre cube de plomb. Car pour un volume déterminé, chaque espèce chimique va avoir une masse qui lui est propre. Donc 1 mètre cube de plomb, ça va avoir une masse différente qu'un mètre cube de cuivre ou qu'un mètre cube de fer. Et 1 mètre cube d'eau, ça va avoir une masse différente qu'un mètre cube d'alcool ou qu'un mètre cube d'huile. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque espèce chimique, elle a une masse volumique qui lui est propre. Et pour calculer cette masse volumique, on doit utiliser la formule suivante et diviser la masse de l'espèce chimique par son volume. La masse volumique, ce sera le résultat du calcul. On le note ρ, avec la lettre grecque ρ. Donc parlons un petit peu des unités de cette formule. La masse petit m, elle est généralement donnée en grammes ou en kilogrammes. Le volume, grand V, il est donné en mètres cubes, mais il peut être aussi donné en décimètres cubes, en litres, en millilitres. Et l'unité de la masse volumique, elle dépendra donc des unités que vous avez utilisées
pour votre masse et pour votre volume. Si vous divisez des kilogrammes par des mètres cubes, votre masse volumique s'exprimera en kilogrammes par mètre cube. Par contre, si vous divisez des grammes par des litres, votre masse volumique ρ, elle s'exprimera en grammes par litre. Maintenant, en classe de seconde, lorsqu'on va parler de kilogrammes par mètre cube, on va noter cela kilogramme fois mètre moins 3. Il s'agit simplement d'une notation différente, ça veut dire la même chose, et c'est la notation qu'on va utiliser pour tout le lycée. En mathématiques, par exemple, lorsque vous divisez 1 par 10, vous obtenez 0,1, soit 10 puissance moins 1. Si vous divisez 1 par 100, vous obtenez 0,01, soit 10 puissance moins 2. 1 par 1000, 0,001, soit 10 puissance moins 3. Donc finalement, on peut dire que 1 sur 10, c'est égal à 10 puissance moins 1. 1 sur 100, ou bien 1 sur 10 puissance 2, c'est égal à 10 puissance moins 2. Et 1 sur 1000, ou 1 sur 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance moins 3. Et bien avec les unités, ce sera pareil. Donc 1 sur des litres, ce sera des litres puissance moins 1. 1 sur des mètres cubes, ça nous donnera des mètres puissance moins 3. Et si on avait eu 1 sur des mètres carrés, ça nous aurait donné des mètres puissance moins 2. C'est pour cela que les kilogrammes divisés par des mètres cubes, nous appelons ça en seconde des kilogrammes fois mètre puissance moins 3. Que les grammes divisés par des litres, nous appelons ça des grammes fois litre puissance moins 1. Donc en classe de seconde, on doit rapidement se familiariser avec cette nouvelle manière de noter les unités. Nous avons donc vu que chaque espèce chimique elle a une masse volumique qui lui est propre. Par exemple, l'or, ce sera 19,3 kg par décimètre cube. Donc en classe de seconde, on note ça, kg fois décimètre puissance moins 3. Donc cela signifie que 1 décimètre cube d'or, ça va peser forcément 19,3 kg. Regardons ce petit exercice d'application. Imaginons qu'on trouve un lingot qui ressemble à de l'or et on souhaite vérifier si effectivement c'est bien de l'or. On va pour cela utiliser la formule de la masse volumique. Donc pour ceci, nous allons devoir connaître la masse de notre lingot, petit m, et son volume, grand V. Donc pour la masse facile, je vais peser mon lingot. Disons qu'il fait 1 kg, tout pile. Donc mon petit m est égal à 1 kg. Donc cherchons à présent le volume grand V. Donc pour un objet de forme cubique ou rectangulaire, on peut facilement mesurer son volume en multipliant ses arêtes. Donc par exemple, un volume d'un mètre cube, c'est un carré de 1 mètre de largeur fois 1 mètre de hauteur fois 1 mètre de profondeur. Maintenant, si j'ai un volume d'1 mètre de largeur, 2 mètres de hauteur et 1 mètre de profondeur, je multiplie les arêtes. 1 fois 2 fois 1, ça me fait un volume de 2 mètres cubes. Donc pour mon lingot, c'est pareil, je vais chercher mesurer toutes ces arêtes et trouver son volume. Si par exemple je mesure mon lingot et que je trouve qu'il fait 5 cm de largeur, 2 cm de hauteur et 8 cm de profondeur, ça me fait un lingot qui a un volume de 5 fois 2 fois 8, soit 80 cm3. Donc mon volume il est de 80 cm3, très bien, mais je veux trouver une masse volumique en kilogrammes par décimètre cube pour pouvoir comparer la masse volumique de mon lingot avec celle de l'or qui est donnée dans l'énoncé, 19,3 kg par décimètre cube. Donc ici, il faut convertir notre volume en décimètre cube. Et si on utilise un tableau de conversion, vous vous souvenez que pour les volumes, il y a 3 colonnes entre chaque unité. Ainsi, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Et donc mes 80 cm3, si je les place dans mon tableau, cela me donne 0,08 décimètres cubes. Alors maintenant que j'ai bien ma masse et mon volume dans les bonnes unités, j'applique ma formule 1 divisé par mon volume 0,08 et je trouve une masse volumique ρ de 12,5 kg par décimètre cube, étant donné que j'ai bien divisé des kilogrammes par des décimètres cubes. Je compare cette valeur avec la masse volumique de l'or. 12,5 c'est inférieur à 19,3, donc mon lingot malheureusement ce n'est pas de l'or pur, c'est probablement de l'or mélangé avec d'autres métaux. Passons à présent à un exercice d'application avec des liquides. Donc on va imaginer cette fois-ci que nous avons des liquides incolores devant nous, disposés dans 3 flacons, et il est impossible de les différencier.
Donc je sais qu'il y a un flacon avec de l'eau, un avec de l'acétone et un avec de l'acide sulfurique. Mais j'ai perdu les étiquettes et je ne sais pas lequel est lequel. Donc, cependant, chacun de ces liquides, il a une masse volumique qui lui est propre, comme nous avons vu. Donc l'eau par exemple, c'est 1 g par millilitre, puisque 1 ml d'eau pèse 1 g. 1 litre d'eau pèse 1 kg, etc. En revanche, l'acétone, on sait qu'elle a toujours une masse volumique de 0,784 g par millilitre. Et l'acide sulfurique, lui, il a toujours une masse volumique de 1,84 g par millilitre. Donc de la même manière que tout à l'heure, je dois trouver la masse volumique des liquides contenus dans mes flacons grâce à la formule de la masse volumique. Et pour cela, je dois connaître la masse et le volume de mes liquides. Donc pour la masse, on peut les mettre dans un récipient dont on connaît la masse lorsqu'il est vide, puis mettre tout ça sur une balance et retrouver la masse uniquement du liquide. Et concernant le volume, on peut mettre notre liquide dans une verrerie graduée, comme une éprouvette graduée par exemple, et on pourra lire le volume. Donc admettons que je suis en salle de TP, je réalise toutes ces manipulations et je récupère les masses et le volume de chacun de mes liquides dans un tableau. Je trouve par exemple pour le premier flacon, que je nomme flacon A, une masse de 200 g pour le liquide, sachant que le volume de ce liquide est de 255 ml. Je peux déjà donc calculer la masse volumique de ce premier liquide en divisant la masse par le volume, 200 par 255. Et cela va me donner une masse volumique de 0,784 g par millilitre. Étant donné que j'ai bien divisé des grammes par des millilitres, toujours. Donc en regardant le tableau sur les données des espèces chimiques, je constate que mon premier flacon, il contenait en fait de l'acétone, car c'est celui-ci qui a la masse volumique correspondante. Donc je répète le calcul pour mon deuxième flacon, 505 divisé par 276, ça me donne une masse volumique ρ pour mon flacon B de 1,84 g par millilitre. Donc mon flacon B, lui, il va contenir en fait de l'acide sulfurique. J'aurais pu deviner que mon flacon B, il allait avoir une masse volumique supérieure à 1, car le numérateur 505, il est supérieur au dénominateur 276. De la même manière, j'aurais pu deviner que mon flacon A, il allait avoir une masse volumique inférieure à 1, puisque le numérateur 200, il est inférieur au dénominateur 255. Et concernant le troisième flacon, le flacon C, je n'ai même pas vraiment besoin de faire mon calcul, puisque si je divise 250 par 250, je vais obtenir 1. Si le dénominateur et le numérateur sont égaux, on va trouver un résultat qui est égal à 1. Donc le flacon C, il va contenir forcément de l'eau, puisque c'est l'eau qui a une masse volumique de 1 g par millilitre. Donc j'ai bien pu identifier chacune des espèces chimiques présentes dans chacun de mes trois flacons. Donc voilà pour la masse volumique qui est propre à chacune des espèces chimiques, mais qui n'est pas la seule mesure physique que l'on peut utiliser pour trouver, identifier les différentes espèces. En effet, chacune des espèces chimiques, elle va avoir des températures de changement d'état qui lui sont propres. Autrement dit, on va pouvoir identifier chacune des espèces chimiques d'un mélange, par exemple, grâce à ces températures de changement d'état. Par exemple, vous vous souvenez de l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide lorsque la température est de 0 degré Celsius. Donc si vous avez un glaçon qui se met à fondre à 0 degré Celsius, vous êtes sûr que votre glaçon il est composé d'eau. Pareil, si vous êtes en présence d'un liquide et que vous le chauffez jusqu'à le faire évaporer, s'il s'évapore aux alentours de 100 degrés, vous êtes sûr qu'il s'agit bien de l'eau également, puisque la température d'évaporisation de l'eau est de 100 degrés Celsius. Mais ce n'est pas la même chose pour tous les liquides. Donc si on reprend les liquides incolores que l'on a vu tout à l'heure et qu'on regarde leur température d'ébullition, si on a un liquide incolore qu'on met dans une casserole et qu'on essaie de le faire évaporer, s'il s'évapore à 55-60 degrés, c'est qu'en fait c'est de l'acétone. Et si on est obligé de chauffer bien au-dessus de 100 degrés, de chauffer jusqu'à 337 degrés pour qu'il s'évapore, alors ce liquide ce sera de l'acide sulfurique. Donc on peut également penser aux métaux, si on est en présence d'un métal mais qu'on ne sait pas duquel, on peut aller l'identifier grâce à ces températures de changement d'état. Si dès que j'atteins la température par exemple de 231 degrés, mon métal il commence à fondre, alors il s'agit de l'étain, si je regarde dans le tableau suivant. Si je dois chauffer mon métal jusqu'à 327 degrés pour qu'il fonde, il s'agit probablement de plomb.
Et enfin, si à ces températures il n'a toujours pas fondu et que je dois attendre 1538 degrés pour qu'il fonde, mon métal c'était en réalité du fer. Donc en classe de seconde en chimie, on ne va pas vous demander d'aller faire fondre des métaux jusqu'à 1500 degrés. On n'a pas le matériel pour ça, mais en travaux pratiques, on va vous demander d'utiliser un banc aux fleurs par exemple. Donc c'est un appareil qui peut faire fondre des espèces chimiques jusqu'à environ 260 degrés à l'extrémité de l'appareil. Donc la température en fait elle augmente d'une extrémité de l'appareil à l'autre. Et on a plusieurs positions, chacune est graduée avec une température différente. Donc lorsqu'on met une poudre en fait sur l'extrémité du banc aux fleurs où se trouvent les basses températures, puis qu'on la décale progressivement vers la droite du banc aux fleurs pour voir ce qui se passe à des températures supérieures, à un moment, notre poudre elle va commencer à fondre. Et on va, grâce à cela, retrouver quelle est la température de fusion de notre espèce chimique. Et on va pouvoir découvrir de quelle espèce chimique il s'agit. Donc par exemple, si la poudre qu'on vous demande d'identifier, elle fond lorsque vous approchez de la position de 122 degrés Celsius sur le banc aux fleurs. Alors cette poudre, c'est en réalité de l'acide benzoïque. Si par contre, vous passez votre poudre à la position 122 degrés, qu'elle ne fond pas, et qu'il vous faut la déplacer jusqu'à 146 degrés pour qu'elle commence à fondre, alors en fait, c'était du glucose. Maintenant, vous pouvez tout aussi bien avoir une poudre qui est un mélange de deux espèces chimiques. Par exemple, si vous arrivez sur la position 122 degrés et que vous avez une partie de votre poudre qui commence à fondre, alors votre poudre c'était un mélange qui contenait de l'acide benzoïque. Si vous continuez de la déplacer jusqu'à 146 degrés et que cette température, le reste de la poudre fond, la deuxième partie de votre mélange c'était du glucose. Nous attaquons à présent la dernière partie de ce cours avec la séparation des espèces chimiques. Donc lorsqu'on est en présence d'un mélange, qu'il soit homogène ou hétérogène, on va pouvoir avoir recours à différentes techniques, différentes méthodes pour séparer les constituants de notre mélange. Par exemple, le jus d'orange avec de la pulpe. Vous pouvez bien distinguer le jus de la pulpe, donc vous êtes en présence d'un mélange hétérogène avec au moins deux constituants, le jus et la pulpe. Donc pour séparer ces deux constituants, on peut faire une filtration. C'est une technique assez simple que vous avez vue au collège. Donc on utilise généralement un entonnoir, un papier filtre pour retenir l'une des deux espèces chimiques. Et dans le cas du jus d'orange, on va retenir la pulpe dans l'entonnoir et on va récupérer finalement que le jus. La partie qu'on récupère lorsqu'on fait une filtration, on appellera ça le filtrat. Donc ici, le jus d'orange sans pulpe recueilli, c'est le filtrat. Une deuxième technique assez simple que vous avez pu voir au collège pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène, c'est la décantation. Donc si on prend par exemple une eau boueuse, de l'eau mélangée avec de la terre, au bout de quelques minutes, on va constater que la terre elle va se déposer au fond du récipient. On aura alors une eau trouble dans les premières minutes, les premières heures, et si on attend plusieurs jours, on va finir par avoir une eau qui est complètement transparente et toute la terre qui s'est déposée au fond du récipient. On a donc bien réussi à séparer nos deux éléments. Si on veut récupérer l'eau transparente, on peut faire une filtration derrière. Mais en tout cas, pour la décantation, vous l'aurez compris, il suffit en fait d'attendre que les deux espèces chimiques se séparent par elles-mêmes. On peut prendre un autre exemple plus rapide que l'eau boueuse. Si on prend un tube à essai qui contient de l'eau et de l'huile, qu'on l'agite, nos deux phases elles vont entre guillemets se mélanger. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau et de l'huile sur toute la hauteur de notre tube à essai. Puis si on attend quelques secondes, l'huile elle va reprendre sa place au-dessus de l'eau. Il s'agit donc bien aussi là d'une décantation. Et ensuite, si on veut récupérer une des deux espèces, en l'occurrence l'eau dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Donc vous avez ça ici, il suffit d'ouvrir le petit robinet et d'attendre que la totalité du liquide inférieur coule dans un bécher avant de refermer le petit robinet. Et on se retrouve alors avec de l'eau dans un bécher et l'huile prisonnière dans l'ampoule à décanter. On a bien séparé les deux espèces de notre mélange. Donc maintenant, nous allons voir un montage un petit peu plus compliqué, mais intéressant pour séparer les constituants d'un mélange, puisque ce montage, il utilise les différentes températures de changement d'état des espèces chimiques dont nous venons de parler. Donc pour cette technique, on met en place notre mélange liquide, qu'on appelle en classe de seconde une solution chimique, à l'intérieur d'un ballon. On chauffe le mélange jusqu'à ce que seulement un des deux liquides qui fait partie du mélange s'évapore. Comme nous avons vu tout à l'heure, chaque liquide va avoir sa propre
température de vaporisation. Donc si on a une solution chimique qui contient par exemple de l'acétone qui s'évapore à 56 degrés et de l'eau qui s'évapore à 100 degrés, si je chauffe le ballon qui est en dessous à 60 degrés, je vais pouvoir faire évaporer uniquement l'acétone et garder l'eau dans le ballon. Donc le reste du montage, en fait, il est constitué d'un tube réfrigérant où on va récupérer les valeurs d'acétone et les refroidir pour qu'ils retournent finalement à l'état liquide dans un deuxième flacon ici. Ce flacon, qui est situé après le tube réfrigérant, il va nous permettre de récupérer ce qu'on va appeler le distillat. De la même manière qu'après notre filtration, on obtenait un filtrat, à la fin de notre distillation, on obtint un distillat. Et enfin, la dernière technique de séparation que nous allons voir en classe de seconde, qui est importante, qui fait souvent l'objet d'un TP et que vous pouvez aussi retrouver lors de vos évaluations, c'est la chromatographie. Donc vous avez une plaque chromatographique sur laquelle vous tracez une ligne et où vous disposez un peu de chaque mélange que vous voulez analyser. Ici, par exemple, nous voulons analyser 5 mélanges. Le mélange X, le mélange A, le mélange B, le C et le D. Donc on place ensuite notre plaque chromatographique dans un récipient qui contient un liquide. Ce liquide, on l'appelle l'éluant. Et il faut bien faire attention à ce que l'éluant ne touche pas la ligne de repère où vous avez déposé vos mélanges. Et en peu de temps, vous allez pouvoir observer que l'éluant, le liquide, il va remonter sur la plaque chromatographique par capillarité. Et chacun des mélanges présents initialement sur la ligne de repère va migrer le long de la plaque chromatographique pour former une ou plusieurs taches de différentes couleurs et à différentes hauteurs. Donc lorsque le liquide il arrête de remonter sur la plaque, l'expérience elle est considérée finie et l'endroit le plus haut où s'est arrêté l'éluant, on l'appelle la ligne de front. Donc on peut alors passer à la lecture et l'analyse de cette plaque chromatographique. Et voilà ce qu'il faut savoir sur une plaque chromatographique. Chaque tache formée correspond à une espèce chimique. Ainsi, le mélange X contenait 3 espèces chimiques. Pourquoi? Parce qu'il a formé 3 taches distinctes au-dessus du dépôt. Maintenant, si une seule tache apparaît au-dessus du mélange, comme c'est le cas pour les dépôts B et D, alors en fait ce n'étaient pas des mélanges mais des corps purs, puisqu'ils ne contiennent qu'une seule espèce chimique. On a vu une seule espèce chimique, c'est un corps pur. Donc le dépôt X, c'est un mélange qui contient 3 espèces chimiques, puisqu'il y a 3 taches qui se sont formées au-dessus. Les dépôts A et C sont des mélanges qui contiennent 2 espèces chimiques, puisqu'il s'est formé 2 taches au-dessus des dépôts. Et les espèces B et D sont des corps purs. Donc, autre chose très importante à savoir sur les plaques chromatographiques, c'est que si 2 dépôts forment une tache à la même hauteur, alors ils ont une espèce chimique en commun. Pourquoi? Car une espèce chimique précise va former une tache à une hauteur précise. Par exemple, si le dépôt B, qui on le rappelle est un corps pur, si c'est en réalité de la chlorophylle, alors on va pouvoir dire que le mélange X, le mélange avec 3 espèces ici, il va contenir de la chlorophylle, puisqu'il forme une tache rouge à la même hauteur que le dépôt B. Le mélange A, quant à lui, qui est un mélange de 2 espèces chimiques, il contient lui aussi de la chlorophylle, puisqu'il a formé aussi une tache rouge à cette hauteur. Donc c'est ainsi que ça sert aussi une plaque chromatographique, c'est à identifier quelles sont les espèces chimiques contenues dans différents mélanges. Donc par exemple, sur notre plaque chromatographique, si en D, on avait déposé de la xanthophyle, qui est un corps pur, et si en C, on avait déposé un mélange dont on voulait connaître le contenu, et bien grâce à cette plaque chromatographique, on va pouvoir dire que notre mélange C, il contient de la xanthophyle. Pourquoi? Parce qu'il a formé une tache à la même hauteur que la xanthophyle. Donc il y a de la xanthophyle et une deuxième espèce chimique, puisqu'il forme également une deuxième tache un peu plus haut. Enfin, une dernière chose qu'on peut vous demander en travaux pratiques, par exemple, c'est de donner le rapport frontal d'une espèce chimique. Donc chaque espèce chimique, elle va avoir un rapport frontal qui lui est propre. Et pour le calculer, donc il faut mesurer la hauteur des petits h et du grand H sur votre plaque chromatographique. Donc le petit h, c'est la hauteur où l'espèce chimique forme une tache, et le grand H, c'est l'endroit où l'éluant s'est arrêté. Ainsi, la chlorophylle, par exemple, qui forme une tache rouge, elle a un rapport frontal de 6,5 cm
divisé par 8 cm, puisque la tâche formée par les chlorophyles elle est à la hauteur de 6,5 cm et que notre éluent s'est arrêté à 8 cm sur la plaque chromatographique. Donc le rapport frontal il est finalement pour la chlorophylle de 0,81. Et l'axanthophile qu'on avait déposé en D, elle a un rapport frontal de 0,19, puisqu'elle a formé une tache à une hauteur de 1,5 cm et que l'éluent s'est arrêté lui à 8 cm. Donc si on divise 1,5 par 8, ça nous donne bien un rapport frontal de 0,19. Maintenant, l'espèce chimique qui forme une tache bleue et qui est contenue dans le mélange C, on ne connaît pas son nom puisqu'on n'avait pas déposé de corps pur faisant une tache à cette hauteur, mais on peut néanmoins calculer son rapport frontal. Et étant donné qu'elle fait une tache à 5 cm, le rapport frontal pour l'espèce bleue, il vaut 5 divisé par 8, soit 0,63. Donc voilà qui conclut notre premier chapitre de physique-chimie niveau seconde. Il est généralement important de faire une petite fiche de cours pour voir ce que vous avez retenu. Je vous disponibilise d'ailleurs une fiche de cours dans la description de la vidéo et c'est impératif également de pratiquer, de faire des exercices pour s'entraîner et réussir ces évaluations. Donc je vous invite pourquoi pas à regarder la vidéo d'exercice corrigé sur le même chapitre.